bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale que nous vous proposons ce soir à partir de la placette de l'hôtel de ville de Tizi Ouzou. Nous sommes réunis ici présents pour vous parler de cette campagne nationale de sensibilisation au dépistage du cancer de la prostate à l'occasion de ce mois de novembre. Alors cette initiative organisée par la télévision algérienne en collaboration avec le ministère de la Santé nous a mené à travers plusieurs localités de la wilaya. Nous avons également sillonné, suivi une caravane qui s'est déplacée dans les hauteurs de Tizi Ouzou, particulièrement dans Aïn el-Hammam, où nous avons été au contact de toutes les populations dans les niveaux des zones les plus reculées, les plus enclavées. Et puis j'ai envie de vous dire qu'en tant que journaliste et en tant que citoyenne également, c'est de notre devoir de porter des causes essentielles comme celle-ci. Le cancer de la prostate est aujourd'hui le premier cancer chez l'homme en Algérie, surtout lorsque l'on sait que détecté à temps, nous pouvons venir à bout de la maladie et guérir rapidement. Alors pour en parler davantage, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau plusieurs experts du domaine qui nous parleront de cette problématique de santé publique majeure. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Farid Selmi, directeur de la santé de la population au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Également des nôtres, docteur Karima Graradji, oncologue à l'EPH d'Azazga. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Également des nôtres, docteur Yassine Kara, donc radiothérapeute au CLSCC, le centre de lutte contre le cancer. Bonsoir et merci pour votre invitation. Plaisir est partagé. Alors, bien sûr, en deuxième partie, d'autres invités nous rejoindront. Alors, Monsieur Selmi, pour commencer avec vous, est-ce que vous pourriez nous dresser un état des lieux du cancer de la prostate ici, à Tizi Ouzou, nous donner les chiffres actuels concernant l'ampleur de cette maladie, et puis nous parler aussi de cette campagne de sensibilisation qui a débuté ici à Tizi Ouzou au niveau de l'hôtel de ville. Merci madame. Donc il est important de préciser d'emblée que le cancer en tant qu'affection et pathologie est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur et il s'agit indéniablement d'un problème de santé publique qui s'impose. Donc les pouvoirs publics à ce titre étaient dans l'obligation de mettre en place ce qu'on appelle un plan cancer, un plan de lutte contre cette affection. Le cancer, d'une façon générale, selon les dernières statistiques du registre du cancer national, nous préoccupe au plus haut niveau, en ce sens que nous observons une progression inquiétante dès lors où 1500, donc une incidence de 1500 nouveaux cas a été enregistrée. Et à travers ces statistiques, le cancer de la prostate est en premier lieu et étant le premier site des cancers chez l'homme, où nous enregistrons 164 nouveaux cas. Donc cette situation interpelle à juste titre et à plusieurs niveaux la nécessité d'entrevoir, d'envisager des mesures de lutte, et les mesures de lutte s'articulent sur plusieurs aspects. La prévention est un facteur déterminant qui peut endiguer, sinon à terme, mettre en place une série de mesures de nature à inverser la courbe d'ascension et de progression exponentielle de cette maladie. Novembre bleu étant le mois consacré à la lutte contre le cancer de la prostate, et comme vous pouvez le constater, l'entreprise publique de télévision en relation avec le ministère de la Santé et ses différents partenaires lance à partir de Tizi Ouzou, dans un climat convivial, festif et d'intérêt général, une campagne de sensibilisation qui s'étale du 17 au 19 novembre. Nous avons mis en place comme autorité sanitaire locale un dispositif d'accompagnement qui consiste comme vous pouvez le constater, à la mise en place au niveau de cette jolie placette de l'hôtel de ville de Tizi Ouzou, un dispositif de sensibilisation. Un autre niveau de sensibilisation est actuellement au niveau du CHU, de même qu'au niveau de l'hôpital Mahmoudi, qui est notre partenaire au sein de cette campagne. Il faut retenir également, au niveau du CHU, nous avons mis en œuvre
toute une batterie de mesures qui est de nature à recevoir donc les personnels intéressés. En général, c'est les personnes âgées de plus de 50 ans pour une opération de dépistage. Cette opération de dépistage se fait également au niveau de l'hôpital Mahmoudi et parallèlement, aujourd'hui même, à travers donc, les instructions reçues par la hiérarchie, une campagne et une caravane médicale impressionnante s'était ébranlée ce matin depuis 9 heures sous l'autorité de M. Loueli en direction de la Haute-Kabylie, donc au niveau du Djurdjura, où nous retrouvons la ville de El Hammam avec une opération de dépistage massive au niveau du marché de cette ville et juste après une opération de dépistage qui, selon mes informations, se déroule dans de très bonnes conditions. Alors on est très heureux. Alors docteur Graraji, vous êtes, rappelons-le, oncologue au niveau de l'EPH d'Azazga. Oui. Alors parlez-nous de ce qui se fait au sein de cet établissement hospitalier et puis surtout que nous savons que certains hommes hésitent encore à se faire dépister par crainte de connaître le résultat et aussi pour des raisons financières aussi. Il faut savoir que le cancer de la prostate, effectivement, c'est le premier cancer chez l'homme. Et généralement, c'est en rapport avec le vieillissement, c'est l'âge, le premier facteur de risque. Même si c'est un cancer qui rajeunit? Oui, ça rajeunit, mais il faut savoir que l'espérance de vie en Algérie, elle a augmenté, d'accord? C'est pas comme les années d'avant. On a l'espérance de vie chez l'homme, elle est de 74 ans. Et comme le cancer de la prostate, c'est le cancer de sujets âgés, on voit que l'incidence du cancer, elle augmente de plus en plus. Le diagnostic, de plus en plus, on a des établissements qui prennent en charge ces malades. Mais malheureusement, on voit que le cancer de la prostate, ici surtout en Algérie et en Kabylie, il y a l'incidence de cancer chez des sujets un peu plus jeunes, de plus de 50 ans, entre 50 et 60 ans, voire même des cas rares avant 50 ans. D'accord ? Mais en général, les cancers qui sont rares avant 50 ans, c'est en rapport avec des antécédents familiaux. Il faut rechercher un cancer dans la famille. Oui, il y a la mutation génétique. Il faut toujours faire un bon interrogatoire, rechercher des cancers dans la famille. D'accord. Mais que diriez-vous aujourd'hui à ces personnes qui présentent des symptômes et qui repoussent à chaque fois la consultation? Et l'homme, ça reste un tabou parce que ça touche la virilité de l'homme. Il attend les symptômes pour consulter. Et généralement, c'est des cancers, ils consultent au stade avancé, quand il y a réellement des signes. Et généralement, c'est au stade de métastase. Quand il y a des métastases osseuses, ils consultent généralement pour douleur, ils consultent aussi. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard, malheureusement. Malheureusement, c'est pour cela qu'il faut vraiment consulter à temps. Oui, très bien. Alors, docteur Kara, en tant que radiothérapeute au Centre de lutte contre le cancer, est-ce que vous constatez, vous aussi, ce rajeunissement des patients dans votre pratique au quotidien? Oui, effectivement. Nous, on a entamé un petit peu la radiothérapie au niveau de notre centre en 2019 et on a quand même là un recul d'environ 6 ans. Ça nous a permis quand même de constater l'augmentation, comme l'a dit Dr Graraji, de l'incidence de ce cancer. C'est un cancer, comme déjà souligné, c'est un cancer qui touche la personne âgée, généralement, traditionnellement. Mais avec notre recul, on constate déjà qu'il y a une augmentation du nombre de cas de cancer qui viennent chez nous. Et deuxièmement, on a de plus en plus de cas de personnes, d'hommes, qui viennent pour une radiothérapie d'un cancer de la prostate de moins de 60 ans. Parce qu'il faut dire que, sur le plan statistique, les 3/4 des cancers de la prostate sont en moyenne d'âge de 65 ans généralement, au moment des diagnostics. Et là, on commence à avoir de plus en plus de cas de moins de 60 ans, de 50 ans, on a même des cas de 49 ans, de 45 ans. C'est rare, mais on a effectivement des cas pareils. Et là, un petit peu, ça nous pousse un petit peu ça devient un problème un peu de plus en plus important, surtout quand ça touche des hommes en âge quand même assez jeune. Et c'est ce qui fait que ce genre de campagne de dépistage, ça devient une nécessité parce que ce problème, il commence à être un problème de santé publique et qui nécessite vraiment des moyens afin d'insister sur la prévention primaire avant que... carrément, on aimerait bien que le dépistage concerne
non seulement les gens de plus de 50 ans, mais aussi les hommes qui sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'ils attendent qu'il y a d'avoir des signes de la maladie pour aller se faire dépister. Non. À 55 ans, malgré que j'ai aucun signe clinique, c'est bien de faire un petit dosage de PSA qui nous permet un petit peu déjà de citer ce genre de personnes. Et là, à partir de ce dépistage, on repère les gens qui ont un faible risque de développer ce cancer. C'est un malade, c'est un homme qu'on revoit de 4 ans jusqu'à 8 ans, il n'y a pas de souci. D'autres qui sont un petit peu, ils ont zone de risque de développer ce cancer. Et là, la surveillance va être plus rapprochée. Généralement, c'est un examen clinique et une PSA annuellement. Et de détecter, bien sûr, mais on le dit heureusement d'un côté, de détecter les cas précoces. Ça veut dire la maladie, elle est vraiment très localisée. Et la thérapeutique va avoir des chances de guérison qui sont proches de 100%. Quasiment total. Voilà. Alors, M. Selmi, lors de cette campagne, nous l'avons bien constaté, ça a suscité un engouement énorme au niveau des différents points de dépistage. Comment expliquer aujourd'hui cette prise de conscience progressive chez les hommes qui osent enfin franchir la porte, le pas? Il est évident qu'il s'agit d'une prise de conscience importante qui est constatée et tout à fait relevée. En ce sens que désormais, aujourd'hui, pris à temps, le cancer n'est plus une fatalité. Je crois que le mot n'est pas usurpé, c'est quelque chose de très important à souligner. Donc, comme disaient nos amis de la thérapeutique, donc au niveau du dépistage précoce, c'est-à-dire pris à temps, le cancer et les rémissions sont pratiquement de 100% et c'est les spécialistes qui le disent. En tout état de cause, l'État algérien, comme vous pouvez l'observer, a pris conscience de l'importance de ces aspects liés à la prévention, aux habitudes alimentaires et autres, a institutionnalisé depuis pratiquement maintenant 3 ans la semaine de prévention nationale. Vous devriez savoir que toutes les directions de santé de population à travers le territoire national célèbrent la semaine de prévention chaque année entre le mois de mars et le mois d'avril. C'est pour effectivement éduquer, c'est pour informer, c'est pour communiquer, c'est pour sensibiliser la population sur l'importance fondamentale des actions de prévention. En tout état de cause, en termes thérapeutiques, la wilaya de Tizi Ouzou a bénéficié dans une très large mesure, dans une très large proportion du plan national cancer, en ce sens que nous sommes une wilaya donc, qui dispose des moyens thérapeutiques de première importance, où il est important de signaler que la wilaya dispose donc d'un centre de lutte anti-cancer, qui est situé à une encablure de la ville de Tizi Ouzou et qui est hyper équipé, tant en termes donc, de mesures préventives qu'en termes de lutte contre le cancer dans ses différents aspects, qu'en ce qui concerne les mesures thérapeutiques. Nous avons donc un service de radiothérapie qui est l'un des meilleurs du territoire national, sinon le meilleur. Nous avons un service d'oncologie médicale adultes et enfants. Nous avons une batterie d'équipements qui vient soutenir le diagnostic. Je parle des équipements en termes d'IRM, je parle des équipements en termes de scanner 64 coupes, des batteries de radiologie. Nous avons inauguré récemment un service de médecine nucléaire qui est doté de 2 gamma caméras, dont l'une est couplée au scanner. Nous attendons dans les prochaines semaines donc l'installation d'un PET scan qui est une révolution en termes de diagnostic, en termes de réévaluation. Plus rapide et plus précis aussi. Voilà. C'est plus rapide en termes de diagnostic. C'est plus rapide en termes de diagnostic et surtout c'est un outil d'évaluation et de réévaluation. D'une part en ce qui concerne le diagnostic, mais d'autre part en ce qui concerne les thérapeutiques mises en œuvre. Donc nous avons les laboratoires de biologie, nous avons le laboratoire d'anatomie et pathologie, nous avons des professeurs, chefs de service, des spécialistes au demeurant. Donc nous avons un potentiel en termes de parc équipement et nous avons également des ressources humaines à la pointe donc, de la connaissance. Donc tout ça est un arsenal
est un dispositif privilégié au titre de la prise en charge du cancer dans ses différents segments, dans ses différents aspects. Nous venons d'acquérir 2 mammographes au niveau du centre anti-cancer de Drab al-Khadda, en ce sens que le statut de cet établissement qui était initialement orienté, centré exclusivement sur le thérapeutique, donc développe, s'agissant des aspects de prévention, qui est un aspect privilégié de la prise en charge d'une façon globale donc, du cancer. Donc nous avons acquis deux mammographes qui, eux, vont être orientés vers l'aspect préventif que le CLCC est amené à développer avec beaucoup d'acuité et beaucoup de force. Donc, Madame Belradji, le suivi, comme l'a dit M. Selmi, est assuré du début de la découverte de la maladie jusqu'à la fin, donc l'accompagnement est juste complet. Donc, à encourager les patients, les hommes à aller justement se faire dépister puisqu'ils sont accompagnés et suivis du début jusqu'à la fin. J'aimerais connaître les signes d'alerte qui doivent alerter un homme, amener un homme à consulter rapidement. Quels sont les symptômes à ne surtout pas ignorer chez une personne, pour celles et ceux qui nous regardent? Oui, alors il faut savoir, on doit d'abord parler du cancer de la prostate. C'est un cancer silencieux malheureusement, d'accord, asymptomatique, pas de symptômes au début. C'est pour ça qu'il y a l'intérêt de dépistage précoce. Parce que la tumeur, généralement, elle se développe à la périphérie de la prostate. Il n'y a pas de compression. Et quand elle augmente de volume, elle grossit, la prostate, elle comprime l'urètre, elle comprime la vessie. C'est là qu'elle devient douloureuse. Et c'est là qu'elle devient, on aura des symptômes. Mais généralement, c'est des symptômes qui sont en rapport avec une hypertrophie. C'est comme les signes de l'hypertrophie de la prostate, qui est une tumeur bénigne, d'accord? On a soit des troubles urinaires, des troubles, il y a une augmentation de la miction chez l'homme, surtout la nuit. Il te dit, moi, je pars aux toilettes plusieurs fois la nuit, d'accord? Mais c'est des symptômes qui sont vraiment tardifs, d'accord? Et des fois, on a des symptômes qui sont en rapport avec les métastases. Comme le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est ostiophile, c'est un cancer qui aime l'os, on aura des douleurs. Le patient, il consulte pour des douleurs chez un rhumato, il consulte pour des fractures, d'accord? Une fatigue, une perte du poids. Mais là, c'est un peu tardif, hein, c'est trop tard. Pour cela, il faut consulter bien avant. Il faut dépister. C'est dépister à partir de 50 ans. Quand on dépiste à partir de 50 ans, on n'a pas les signes, on n'a pas les symptômes. Mais on peut diagnostiquer la tumeur dite localisée à bas risque, où le traitement, on espère directement la guérison. D'accord? Voilà. Absolument. Alors, docteur Kara, justement, comment est-ce que vous décidez avec vos collègues oncologues et urologues également du meilleur traitement pour chaque patient? C'est du cas par cas, oui? Où ça? C'est du cas par cas. Vous travaillez en pluridisciplinarité. Oui. Écoutez, la première étape, quand on est devant un homme qui présente un quelconque cancer, c'est bien sûr de l'évaluer sur son état général déjà, de bien classer cette maladie, parce que toute démarche thérapeutique, tout projet thérapeutique, il est basé sur l'état du malade, son âge, c'est ce qu'il a d'autres maladies. Il faut prendre ça toujours bien sûr en considération et bien sûr bien diagnostiquer et bien classer son cancer. Il est en quelle étape? Parce que devant chaque étape, il y a un projet thérapeutique et des interventions qui sont multidisciplinaires. Et c'est l'ordre de ces interventions, il peut changer d'un malade à un autre. Et puis surtout que chaque patient réagit de manière différente à chaque traitement. Oui, effectivement. Par exemple, voilà. Par exemple, bien grosso modo, on va dire que le cancer de la prostate, la première étape, on le classe en groupe à risque. Ils sont différents. Il y a vraiment des cas de cancer de la prostate qui ont un faible risque qu'ils progressent. D'autres moyens et d'autres vraiment, ils sont agressifs. C'est un haut risque. Et pour chaque catégorie de ce cancer, il y a des armes thérapeutiques pour un petit peu schématiser les choses. Et la radiothérapie, l'avantage qu'elle a un petit peu, c'est qu'elle touche, elle est adressée à tous ces groupes à risque. Vous comprenez, ça touche un petit peu, ce qui fait que le projet thérapeutique, actuellement même sur une note du ministère de la Santé, c'est que tous les cancéreux doivent, avant de définir un projet thérapeutique, ils doivent passer par une réunion de consultation multidisciplinaire. Ça veut dire les décisions et le projet thérapeutique de chaque cancéreux doit être validé par tous les intervenants qui vont
va soigner ce malade. Par exemple, il doit y avoir la présence, bien sûr, d'un neurologue, d'un oncologue, d'un radiothérapeute, voire surtout aussi d'un anatomopathologiste, parce qu'il y a des variétés de cancers de prostate et aussi de radiologue. Oui, il y a les tensions, le diabète aussi, c'est des paramètres qu'on doit prendre en considération. Oui. L'âge du malade, ses comorbidités, qu'est-ce qu'il présente comme d'autres maladies, qu'est-ce qu'il prend comme d'autres médications. Et à partir de l'étude de ce dossier dans le cadre d'une RCP qu'on appelle nous une RCP, là on sort avec un projet thérapeutique pour chaque malade. Ce qui fait que tout malade qui arrive à notre niveau, généralement, actuellement, il y a une réunion de concertation pluridisciplinaire qui est présidée par le professeur Yebdiri, qui se réunit régulièrement chaque jour. Qui nous rejoindra tout à l'heure. Voilà. Ça nous permet un petit peu d'avoir l'avis de tout le monde, l'expertise et l'expérience de chaque professionnel dans son domaine. Et là, on sort avec la décision et le projet qui est meilleur pour le patient. Des fois, les patients, on penche un petit peu plus pour la chirurgie. Des fois, on penche pour une radiothérapie associée ou non à une hormonothérapie. Et des fois, il y a maintenant, actuellement, dans les nouvelles thérapeutiques, des hormonothérapies de nouvelle génération qu'on peut même intégrer dans les projets thérapeutiques. Ça veut dire, à notre niveau, on a des malades chez qui on réalise une simple radiothérapie. Généralement, ils ont un faible risque de progression. D'autres, les moyens, généralement, on fait une radiothérapie associée à une hormonothérapie qui va de 6 mois jusqu'à 3 ans. C'est des injections qui se passent chaque 3 mois. Et pour la chimiothérapie ? Pour la chimiothérapie, actuellement, et Dr Grazi est un peu mieux placé que moi. On va pour schématiser un petit peu. Pour les hormones de nouvelle génération, il y a des cas qui sont communs entre la radiothérapie et l'oncologie. Et d'autres, malheureusement, quand il y a un manque d'informations, un manque de dépistage, on se retrouve évidemment devant des cas de métastase. Ça veut dire la maladie, elle a progressé, elle a sauté dans d'autres organes. Et là, il y a la place de la chimiothérapie un petit peu pour déjà maîtriser la progression de la maladie, soit par des hormones de nouvelle génération, soit par des schémas de chimiothérapie, et avec une option pour la radiothérapie, pour tout ce qui est radiothérapie palliative. Ça veut dire que ça nous permet un petit peu de soulager tout ce qui est douleur osseuse, tout ce qui est compression, tout ce qui est fracture. Là, on intervient bien sûr en collaboration avec les oncologues. Avec les oncologues. Alors, docteur Greladi, l'occasion de vous demander quels sont les traitements disponibles ici en Algérie. Qu'en est-il de la chimiothérapie qui cible les cellules cancéreuses? Alors, je voulais parler d'abord de diagnostic. Oui, d'accord. Je pense c'est important de parler un peu de diagnostic. On a une prise de sang, c'est pour le PSA, d'accord. On a le PSA. Après, on a le toucher rectal, c'est un examen clinique qui est facile, d'accord, chez un neurologue. Et puis après, en fonction de PSA et de toucher rectal, on demande une IRM. Et grâce à cette IRM, ça nous permet de faire des biopsies, d'accord. Une fois on a l'anapath, c'est-à-dire le résultat histopathologique de ce cancer, on doit le classer. C'est en fonction de risque. On doit le classer en fonction de stade. Généralement, on a le stade localisé, le localement avancé et le métastatique. Et on doit signaler que dans notre région, on a plus de 50% de cas de cancer malheureusement métastatiques. D'accord. Et comme ils sont pris en charge un peu trop tard avec le patient. C'est un peu trop tard, mais quand même, il y a des traitements pour ça. Oui. D'accord. Il faut savoir que le cancer, oui, effectivement, le cancer de la prostate, l'avantage, c'est un cancer qui est hormonodépendant. D'accord. Il dépend d'une hormone appelée la testostérone. Cette hormone, elle est sécrétée généralement par la prostate, par la tumeur et par les surrénales. Et nous, les traitements qu'on donne, on vise à bloquer cette testostérone pour affamer quelque part le cancer. D'accord. Et heureusement, en Algérie, on a toutes les hormones disponibles. D'accord. On a les hormones de première génération. Généralement, c'est des injections. On a aussi des formes par voie orale. Les malades, la plupart des malades, on les met sous hormonothérapie dite de première génération. C'est des hormones qui doivent malheureusement prendre toute sa vie.
tant que le cancer il est là, d'accord? Et malheureusement, on a des effets secondaires en rapport avec ces hormones. On a des bouffées de chaleur, on a une prise du poids, de la tension, du diabète qu'on doit surveiller, d'accord? Après, en fonction du stade, l'indication de l'hormonothérapie dite de nouvelle génération, on a 2 drogues en Algérie, on a vraiment la chance d'utiliser ce traitement. On arrive quand même à avoir, c'est-à-dire à stabiliser la maladie. Non pas la guérison, mais à stabiliser, à éviter les complications, à avoir une espérance de vie quand même un peu augmentée. On arrive à gérer aussi les douleurs des patients, les complications, les fractures, grâce au traitement dit des bisphosphonates. Après, la chimiothérapie, elle a ses indications, d'accord? On a 2 drogues de chimiothérapie que nous, les oncologues, on maîtrise très bien. C'est le docetaxel et le cabazitaxel. C'est des drogues qu'on maîtrise, qui ont des effets secondaires, qu'on traite ces effets secondaires. Les patients, je pense qu'un patient qui vient au stade de métastase, généralement, il vient avec des douleurs, une perte de poids, une fatigue, il consulte. Après, quand on lui propose l'hormonothérapie, l'association hormonaux de première et de deuxième génération, au bout de 1 mois, 2 mois, il voit l'efficacité de ce traitement. Il vient avec des douleurs. Là, la douleur, elle disparaît. La fatigue, elle disparaît. Il reprend ses activités. Il est très content. D'accord? C'est encourageant. Après, oui. Alors justement, M. Selmi, les traitements dont le docteur parle, est-ce qu'on les retrouve au niveau des infrastructures, au niveau des zones enclavées, déjà équipées les établissements hospitaliers de ce genre de traitement, de ce genre d'équipement médical, c'est important. Oui. C'est coûteux, c'est toute une logistique pour que toute la population puisse en bénéficier. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire en complément à ce que viennent de dire mes amis radiothérapeutes et oncologues, la direction de la santé, évidemment, donc à la mise en œuvre des instructions de la hiérarchie et du plan national cancer, met en place donc un schéma et un réseau de prise en charge donc, de la population concernée. C'est vrai que le centre anti-cancer de Drâa Ben Fadda étant le pivot, étant le projet phare de la prise en charge de la cancérologie d'une façon générale à l'échelon de la région sanitaire, il n'en demeure pas moins que le réseau de prise en charge de sa population a été mis en place progressivement, en ce sens que nous avons créé au niveau de l'ensemble des établissements hospitaliers de Daara des unités d'oncologie médicale. Dr Gararaji exerce dans un établissement de ce type, de ce genre. Donc la prise en charge, elle est au niveau du CLCC, mais elle s'élargit au niveau des établissements hospitaliers de la périphérie. Ceci d'une part. D'autre part, le plan de lutte contre le cancer, en plus des armes thérapeutiques qui sont actuellement disponibles et qui sont entre les mains donc des médecins spécialistes, nous avons élargi aussi l'éventail de prise en charge de ces pathologies, en ce sens qu'au niveau du CHU de Tizi Ouzou, nous sommes en train de s'organiser pour réactiver l'activité d'oncologie médicale, et nous avons également dans la perspective de la mise en service du nouveau CHU 500 lits dont la Ouled Tizi Ouzou a bénéficié, qui est pratiquement à 50% de son état d'avancement, et elle avance très bien. Nous allons le mettre en service la fin de l'année prochaine. Nous avons prévu tout un département de cancérologie qui aura toute une panoplie, qui a développé une panoplie de moyens au titre donc de la prise en charge de la maladie cancéreuse, tant sur le plan de l'oncologie médicale qu'en ce qui concerne de la radiothérapie, ainsi que des laboratoires de recherche qui seront implantés à ce niveau-là, qui permettront à des professeurs, chercheurs, hospitalo-universitaires d'expérimenter des voies et moyens nouvelles peut-être pour la mise en œuvre
des mesures thérapeutiques. Très bien, donc on parle quelque part d'une généralisation de ce genre d'initiative dans d'autres wilayas et régions du pays. Monsieur Salimi, je vous remercie d'avoir été avec nous. Docteur Graradi, merci à vous également d'avoir fait le déplacement. On vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Et ça continue bien sûr ce mois de sensibilisation jusqu'à la fin du mois. Et tout au long de l'année, il y a plusieurs actions qui sont entreprises. Merci d'avoir été avec nous. 2 de nos autres invités nous rejoindront sous peu. Je vous remercie. Alors comme annoncé, 2 de nos invités viennent de nous rejoindre, à savoir le professeur Samir Yabedri, professeur en neurologie. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Le docteur Hala Arifi, médecin, chef et responsable de la gestion du centre médical Prestimed est également des nôtres. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Alors, professeur Yabedri, nous allons commencer avec vous. Alors on parle aujourd'hui d'un retour vers le dépistage massif par le test PSA. Alors pourquoi ce changement de stratégie? Alors c'est vrai que le monde entier est revenu vers cette nouvelle stratégie. Pourquoi est-ce que cette approche est à nouveau privilégiée, que ce soit dans le monde ou en Algérie également? En fait, il faut savoir que le dépistage du cancer de la prostate est un dépistage qui s'adresse essentiellement aux patients qui ont plus de 50 ans et qui ont des problèmes urinaires. Et accessoirement, pour les patients qui ont moins de 50 ans, 45 ans et plus, et qui ont dans les antécédents, on retrouve un parent, un oncle, une tante, un père qui a un cancer de prostate. C'est ce qu'on appelle un dépistage ciblé. Donc des gens qui ont des problèmes urinaires et qui ont 50 ans ou plus, ou bien des gens qui ont un proche parent qui a un cancer de prostate. Et puis il y a eu des études qui ont été menées à l'échelle mondiale et qui ont remis en cause le dépistage en masse. Le dépistage en masse, c'est le tout venant. Donc actuellement, les dernières données de la littérature ont remis en cause les conclusions du dépistage en masse. Les conclusions du dépistage en masse étaient qu'il fallait faire un dépistage ciblé. Donc primaire, on peut parler de dépistage primaire. Ciblé, c'est-à-dire les gens qui ont des problèmes urinaires ou bien les gens qui ont chez des parents. Et puis le dépistage en masse, on disait qu'il ne fallait pas le faire parce qu'il n'y avait pas un grand intérêt à dépister en masse. Et puis les dernières études ont remis en cause les conclusions de cela. Donc actuellement, on va de plus en plus vers le dépistage en masse. Très bien. Donc ça change un petit peu. Donc il y a un changement de paradigme qui est en train de se faire vers un dépistage élargi. Alors, docteur Hala, vous qui représentez aujourd'hui dans cette émission Prestimed, donc la médecine du travail. Alors on rappelle que Prestimed est partenaire officiel de l'EPTV et de nombreuses autres institutions en Algérie. Alors parlez-nous de vos missions, nombreuses missions, pas seulement au courant de Octobre Rose, de Novembre Bleu, mais tout au long de l'année, en termes de prévention et de sensibilisation dans ce sens. Alors bonsoir, Prestimed est une entreprise de médecine du travail qui exerce donc depuis 1998 en Algérie. Donc comme vous savez, nous exerçons nous sommes régis par la loi mère qui est la loi 88-07. Donc les prérogatives ou bien la mission principale de la médecine du travail est la prévention notamment. Et donc accessoirement c'est une médecine curative. Donc à travers Prestimed et donc sur tout le territoire national, nous assurons des visites médicales donc à l'embauche, des visites médicales d'embauche, des visites médicales périodiques qui permettent d'évaluer l'état de santé des travailleurs et leur aptitude justement au poste de travail. Nous proposons aussi des visites médicales spécialisées pour toujours évaluer l'état de santé et donc peut-être proposer un aménagement de poste qui correspond aux capacités du travailleur. Nous profitons à chaque fois, durant chaque visite médicale, qu'elle soit d'embauche ou périodique, pour donner des conseils aux travailleurs. Donc vous savez, les travailleurs, nous avons une tranche d'âge comprise, on va dire, entre 18 ans jusqu'à l'âge de la retraite. Voilà. Donc avec chaque travailleur, nous essayons de faire déjà des dépistages
car donc à côté de la visite médicale, à chaque fois on propose des prélèvements sanguins, des examens complémentaires, donc ça permet déjà de dépister plusieurs maladies, donc notamment le diabète, l'hypertension artérielle au cours des visites médicales. Et voilà, donc parfois, donc, si on reçoit un patient âgé de 50 ans ou plus, on propose déjà la PSA, on donne des conseils donc, à tous nos patients. Donc, en tout cas, moi, ce que je retiens, entre autres, bien sûr, de vos nombreuses missions, et bravo à vous. En tout cas, vous accompagnez de nombreuses institutions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Effectivement, et, surtout on est quelque part un peu rassurés. Hein. Moi, en étant à la télévision algérienne, je me dis que certains collègues qui peuvent avoir une tumeur, ce n'est pas une fatalité d'avoir un cancer. On peut toujours maintenir un rythme, une vie professionnelle, malgré la maladie, puisqu'on est accompagné et suivi, c'est une très bonne chose. Professeur Kara, pour ce qui est de la radiothérapie, j'aimerais revenir sur cette spécialité-là médicale. Quels sont les taux de réussite de guérison lorsque le cancer est pris en charge à temps? Quand il est pris à temps, oui. ça veut dire, pour nous, un cancer qui est de la prostate qui est pris à temps, ça veut dire que c'est un cancer localisé. Ça veut dire que c'est un cancer qui est toujours à l'intérieur de la prostate. Elle n'est pas sortie de la prostate, elle n'a pas touché les ganglions de la prostate, et elle n'a pas touché d'autres organes. Pour nous, ce genre de malades, les taux de guérison, ils sont en moyenne, ils sont de 90 à 93%. Et il y a même ceux avec l'amélioration de techniques de radiothérapie qui sont de plus en plus pointues. Et il y a même des taux qui s'approchent de 100% dans des centres qui sont très bien équipés avec les dernières techniques. En ce qui nous concerne, avec le recul qu'on a actuellement de 6 ans, quand même on a des taux de guérison, le nombre de malades qu'on suit toujours depuis 2019, on a quand même, on va dire que la majorité de nos patients qu'on a pris en charge, ils sont toujours en rémission. Effectivement, on a des malades qui ont progressé, malheureusement, mais c'était des malades généralement au départ, elles étaient déjà localement avancées. Ça veut dire leur maladie est sortie de la prostate. Mais pour les malades qu'on reçoit à temps, ça veut dire des cancers de la prostate localisés, là les chances de guérison elles sont vraiment optimales. Et à notre niveau, on a vraiment actuellement des techniques de radiothérapie qu'on appelle l'IMRT, c'est une radiothérapie qu'on appelle en modulation d'intensité. C'est des techniques qui nous permettent de vraiment cibler le cancer. Et là, nos machines sont équipées pour réaliser des radiothérapies pas très en 3 dimensions comme on avait l'habitude de faire, mais on est parti à un palier un peu plus élevé, c'est la radiothérapie avec modulation d'intensité. Et on a nos machines aussi sont équipées pour réaliser des radiothérapies stéréotaxiques. C'est des radiothérapies qui sont très courtes, avec des doses très fortes par séance et qui nous permettent de raccourcir le délai de la radiothérapie. Ça nécessite une hospitalisation ou pas? Comment? Ça nécessite une hospitalisation puisque le traitement est assez fort sur une courte durée. Généralement, ça nécessite on va dire pour la stéréotape, des visites quotidiennes, des consultations quotidiennes. Pour la radiothérapie en MRT qu'on réalise actuellement pour le cancer de la prostate, ça nous permet déjà de mieux cibler le cancer, ça veut dire avoir des chances de guérison optimales, et de l'autre côté, de ne pas avoir des effets secondaires qui sont invalidants pour nos patients. Oui. Ce qui fait que le malade, il a une efficacité optimale avec le moindre d'effets secondaires. Et ce genre pour cette technique, généralement, on réalise des consultations de surveillance qui sont hebdomadaires. Voilà. Alors, professeur Yadebri, est-ce qu'il existe des moyens de prévention ou des facteurs protecteurs que les hommes peuvent adopter dans leur mode de vie pour réduire les risques d'avoir un cancer de la prostate? Quand vous parlez par exemple du cancer du poumon ou des tumeurs de vessie, c'est des cancers qui sont induits par l'intoxication tabagique. Le cancer de la prostate n'a rien à voir avec le tabac ou bien des habitudes toxiques. Donc, il n'y a pas réellement une prévention. C'est un cancer qui se voit chez le sujet âgé. Le seul facteur qu'on peut dire, qu'on peut qualifier de risque est l'âge. Quand on est jeune, on n'a pas de cancer de la prostate. Mais dès qu'on dépasse la cinquantaine, on peut avoir un cancer de prostate. Il y a juste une remarque à faire concernant
les cancers qui ont une relation avec la génétique. Il y a certaines formes, entre guillemets, familiales de cancer de la prostate. Ces formes-là familiales, on les dépiste quand il y a dans la famille un oncle, un père qui a un cancer de la prostate. Donc quand on a dans notre entourage immédiat quelqu'un qui est déjà connu pour avoir un cancer de la prostate, nous avons plus de risques de développer un cancer de la prostate. Il y a aussi l'hygiène de vie et le mode de vie qui entre. Je peux rebondir un petit peu? Il y a aussi il y a ce qu'on appelle les cancers qui ont qui ont une relation avec des altérations génétiques. Quand on a par exemple un cancer du sein chez une femme jeune, moins de 50 ans, il faudra rechercher un cancer de la prostate chez son frère ou bien chez son père. Parce qu'il y a des altérations génétiques qui font que quand on a un cancer du sein ou bien un cancer de l'ovaire à un âge particulièrement précoce de la vie, on doit, chez ces gens-là, rechercher dans leur parenté un cancer de prostate. D'où l'idée qui est de dépister à partir de 50 ans ou plus les hommes sexe masculin, entre guillemets, et avant l'âge de 50 ans, les gens qui ont dans leur parenté un cancer de prostate ou bien un cancer du sein ou bien un cancer de l'ovaire, avant 50 ans. Maintenant, est-ce qu'il y a des facteurs qui vont nous protéger contre le cancer de la prostate? En réalité, il n'existe pas. On préconise une hygiène de vie, mais cette hygiène de vie est valable pour le bien-être. On nous préconise de consommer des tomates, de faire de l'exercice, mais ça va dans l'esprit d'une santé globale. Mais en matière du cancer de prostate, il est un peu différent des autres cancers où seul l'âge, parfois l'ethnie, est incriminé. Voilà. Alors, docteur Kara, je sentais que vous vouliez revenir sur le mode de vie, l'hygiène de vie. Il y a des choses à consommer un peu plus, d'autres oui, bien sûr. pas du tout. Comme le professeur Libdi a bien souligné, ce qui est vraiment statistiquement influent sur le nombre de cancers, comme l'âge, les antécédents génétiques. Là, si quelqu'un qui a un antécédent génétique au familial dans la famille, ça multiplie automatiquement le risque par 10, voire 20 dans certaines statistiques. Mais, comme dans toutes les maladies actuellement, on commence un petit peu à insister sur les autres facteurs qui sont peut-être minimes, mais qui ont un petit peu leur rôle dans la genèse et le déclenchement de ces cancers. C'est valable pour le cancer de la prostate, c'est valable pour généralement beaucoup de cancers, comme le cancer du sein, qui est aussi un cancer hormonodépendant. Là, les études qu'on lit un petit peu, les recherches qui se font actuellement, elles penchent un petit peu sur tout ce qui peut déclencher un syndrome inflammatoire, un syndrome d'hypercortisolémie, un syndrome d'hyperinsulinisme. Là, actuellement, on commence même à parler, outre un petit peu le risque de tabac, d'alcoolisme, des sportifs qui consomment les anabolisants, que tout ça influence sur les taux de cortisol, sur les taux, et indirectement sur la physiologie, le métabolisme du corps entier. Et ça commence on commence à insister sur les cancers, en matière de cancérologie. Là, il y a même des études vraiment récentes, qui commencent même à parler. Ils ont un petit peu remarqué que les hommes qui ont des taux de vitamine D, ils ont suivi ces hommes et ils ont vraiment constaté que chez les hommes qui ont des taux effondrés de vitamine D, par exemple, il y a ces hommes-là, avec un suivi de plusieurs années, c'est eux qui ont plus de développé des cancers de la prostate. Non seulement ils ont développé des cancers de la prostate, mais c'était à des âges plus jeunes et aussi
plus agressifs. Les cancers, c'est ce genre, une catégorie de ces hommes. Alors là, on commence même, ça peut être une recommandation nutritionnelle, de suivre même des taux de vitamine D chez certains hommes qui ont des taux. Est-ce qu'il ne faut pas supplémenter ce genre de malades? Et aussi, c'est tout ce qui est syndrome inflammatoire. On parle de la barrière intestinale. On s'intéresse un petit peu à la barrière intestinale, à tout ce qu'on met un petit peu dans la bouche. Parce que la première barrière de protection chez l'être humain, c'est bien sûr l'intestin. Là, on commence un petit peu à insister sur les céroles et tout ce qui peut raccourcir, intervenir dans la jeunesse des cellules tumorales, dans le déséquilibre de l'homéopathie, des cellules qui sont programmées pour mourir. Il y a certains facteurs qui encouragent, soit qui désorientent un petit peu, et ces cellules, automatiquement, s'ils étaient programmés pour mourir, ils ne vont pas mourir. Là, elles vont se développer et changer de nature. Et c'est ça la jeunesse ça va être la jeunesse de cancers, différents cancers, pas uniquement ce cancer. Dans des perches pour parler justement de... Oui, à l'étranger, on commence à insister on parle bien. de microbiote intestinal, Oui. vaginal, buccal, et je pense que ça on peut se préparer, je veux dire, on peut anticiper la maladie et justement... Oui, c'est ça l'optique, c'est d'insister sur le côté génétique, c'est d'insister sur le côté l'hygiène de vie, un petit peu. Si ça ne déclenche pas, mais ça diminue. On a trouvé quand même qu'il y a une influence un homme qui fait du sport, qui fait attention à son hygiène de vie, quand même, il y a moins de maladies, moins de cancers. Alors, une dernière question pour le docteur Hala. Alors, est-ce qu'il y a, alors je ne veux porter préjudice à aucun secteur d'activité, je le rappelle, c'est important. Est-ce qu'il y a des professions favorables à ce type de cancer? Vous qui avez vu passer beaucoup de choses? Effectivement, donc toujours dans le cadre de la prévention, donc dans la médecine du travail, on fait ce qu'on appelle des visites des lieux. Donc on se déplace au niveau des entreprises, on voit un petit peu c'est-à-dire les différents types de production, les différents types de production. Donc voilà, donc il y a la production de produits chimiques qui malheureusement expose à risque les travailleurs. Donc voilà, production de pesticides. Les produits en plastique, les hydrocarbures, ce qui est aussi... Les agriculteurs peut-être. Voilà, c'est ça. Donc on remercie nos agriculteurs pour tout le travail qu'ils font. Les hommes qui travaillent dans les pompes à essence, ils respirent tout ce qui est produit. On parle de perturbateurs endocriniens, etc. Oui, ça va très loin, absolument. Toutes les spécialités sont touchées, je pense. Ils développent beaucoup de cancers. Effectivement, voilà, donc d'où l'importance d'une surveillance rapprochée pour ces travailleurs. Et d'ailleurs, on les incite pour qu'ils fassent le dépistage. C'est des maladies professionnelles. Voilà, c'est des maladies professionnelles. Voilà, Docteur, un dernier mot? Alors, je vous remercie déjà pour l'accueil et voilà, j'incite tous les travailleurs et pratiquement tout le monde pour se faire dépister, pour se rapprocher donc des médecins, poser des questions et aussi donc n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur donc c'est-à-dire de poser des questions, de faire des tests, car toujours, on dit toujours que la prévention est meilleure que donc d'attendre à avoir un traitement parce que parfois c'est trop tard. Aussi, je voudrais dire que l'hygiène de vie est très importante, donc la pratique de sport, avoir une alimentation équilibrée. Je voudrais aussi donc peut-être signaler ça, que le fait que malheureusement les personnes obèses font le cancer de prostate le plus agressif. Donc voilà, l'hygiène de vie est toujours recommandée. Je vous remercie. Professeur Yabedali, un dernier mot à ces hommes et femmes aussi qui nous regardent. Donc l'idée c'est que le cancer de la prostate, c'est un cancer de l'homme de plus de 50 ans. Dans un premier temps, il est totalement silencieux. L'intérêt du dépistage, c'est de diagnostiquer la maladie avant qu'elle soit manifeste, avant qu'elle soit symptomatique. Et l'intérêt de ce dépistage, c'est d'assurer des chances de guérison. Donc le mot est lancé, se dépister à partir de 50 ans, parce que c'est une maladie silencieuse qui n'a pas de facteur bien étiqueté, bien défini. C'est l'âge, malheureusement, on n'y peut rien. Donc bravo à l'ENTV d'avoir organisé cette campagne-là de dépistage et j'espère que ça va être une coutume. Ah oui, absolument. Et bravo à vous qui faites un travail extraordinaire au sein de votre établissement. Docteur K, rapidement. Déjà, je vous remercie pour cette émission.
Je pense qu'il met un petit peu le point sur l'intérêt du dépistage, parce que, comme il a dit ma collègue, c'est toujours le prévenir vaut mieux que guérir. Et là, on encourage juste les gens à venir, à se faire dépister. Pas toute élévation de la PSA, ça veut dire cancer. On fait la part des choses sur ce qui est cancer, ce qui n'est pas cancer. Venez massivement et n'ayez pas peur. Je vous remercie infiniment, merci à tous nos invités. Je vous souhaite une excellente soirée. Un dernier message, dépistez-vous pour sauver des vies, sauver votre vie. À très vite.